Bonsoir à toutes et à tous. Donc chronique numéro 158. Et dans cette chronique, je vais essayer de vous parler un petit peu de l'importance et des liens d'influence qu'il y a eu entre tout d'abord les présocratiques, comme Épicure ou Démocrite, sur Jean-Jacques Rousseau, qui est effectivement un de mes maîtres à penser. Ensuite, Marx, l'incontournable Karl Marx, qui s'est beaucoup inspiré de Rousseau également, et non de Voltaire, et pour des raisons qui sont explicables, je dirais même justifiables. Et enfin, notre maître contemporain, Michel Clouscar. Alors, je voudrais dire que, en avant-propos, que l'humain est une force, je dirais, une force qualifiée, une force, une terre à nourrir, et les productions d'une autre, d'un arbre apporterait, je dirais, les fruits d'un autre. Il mutile son chien, il est parfois cruel, son cheval, son esclave. Il bouleverse tout, défigure tout. Bref, il aime la difformité, voire même les monstres. Alors vous allez me trouver dur dans cette explication, mais on le constate au quotidien. L'histoire est pêle-mêle de ce genre d'action, de ce que je viens d'expliquer. Alors pour recentrer finalement les fausses idées de certains caricaturistes, ou certains jouant dans une autre cour, je voudrais dire que tout d'abord, même si le communisme n'a jamais été réellement appliqué, puisqu'il est l'étape finale, et que malheureusement cette étape n'a pas pu être franchie, alors si on peut revenir à la tradition épicurienne, chère à notre maître Jean Salem, le communisme dans la tradition épicurienne, comme Épicure, même Spinoza, on peut dire qu'il pense que le bonheur est naturel, voire logique, à moins bien entendu que des formes non conformes viennent s'imposer. Et c'est finalement tout le sens des recherches intellectuelles depuis à peu près plus d'un siècle que n'ont eu de cesse les, je dirais, acteurs idéologiques ou intellectuels, les chercheurs socialistes et communistes, et d'essayer de corriger finalement au fond les tendances erronées, voire de les améliorer, de les rectifier. Et on voit bien que le réalisme, socialisme par exemple, dans les arts et la littérature, a comme but d'amener l'individu à aller dans un sens correct, logique, menant une certaine cohérence par l'unité avec la nature, avec sa propre nature, et les éléments, je dirais d'ailleurs, naturels. Besoin de s'organiser au niveau social, de ne laisser absolument personne, je dirais, sur le bas-côté du trottoir, pour étayer cette expression peut-être un peu, je dirais, imagée. Alors en France, je dirais que Rousseau a porté la tradition épicurienne, et c'est pour cette raison qu'il a subi à son époque la haine la plus farouche de la bourgeoisie consciente de cela, et dont le pire représentant est bien entendu Voltaire. Alors je ferai plus tard également une chronique sur Voltaire, et son côté un petit peu saltimbanque, à qui mieux veut-il se vendre, toujours
en recherche d'une certaine célébrité, vedettariat. Rousseau fut finalement au fond le premier à être dans ce qu'on appelle la société du spectacle, puisque non content de vouloir être le penseur incontournable, il voulait être aussi l'économiste incontournable, le commerçant incontournable, et finalement, toute son existence n'a été que trahison de l'idée. Et pour cela, je ferai une chronique pour bien expliquer la chose. Alors, toujours pareil, Voltaire rejetait la simplicité de Rousseau, en apparence bien entendu. Concrètement, il rejetait plus particulièrement, n'ayons pas peur de le dire, il rejetait néanmoins surtout son économie politique. Car si on prend par exemple l'ouvrage L'Émile, on voit que Rousseau définissait comme un traité de la bonté originelle de l'homme, destiné à montrer comment le vice et l'erreur, étrangers à sa constitution, à sa nature, s'y introduisent du dehors et l'altèrent insensiblement. Certains fascistes, comme Primo de Rivera par exemple, dans sa réponse de l'Espagne, expliquaient que Rousseau, dans son contrat social, disait que l'être humain fut bon, mais c'est la société qui le corrompt. Alors Primo de Rivera prenait l'idée à l'envers en disant il a bien fallu un humain pour créer la société. Donc par voie de conséquence, l'humain est naturellement mauvais. C'est ce qui fait la différence théorique entre le fascisme et le communisme. Le fascisme prend appui, il suffit de prendre la doctrine du fascisme de Benito Mussolini, ou même de D'Annunzio, où l'être humain est forcément mauvais. Prendre un constat de base où l'être humain est forcément un être mauvais qu'il faudrait obliger à être meilleur. Tandis que dans la conception naturelle de Rousseau, Rousseau considère qu'effectivement l'être humain est d'un naturel naïf, d'un naturel bon puisqu'il va plus facilement vers le social, vers la paix, vers l'amour, puisqu'il est toujours en quête d'amour. L'histoire de l'homme a prouvé qu'effectivement, un individu ne recevant pas le capital d'amour, ne serait-ce que déjà par sa propre famille, fait de lui un individu qui aura des tendances effectivement destructrices ou autodestructrices. Bon, je ne vais pas faire une recherche là-dessus, je vous invite à lire les livres de Aldo Nauri, qui est un pédopsychologue, voire je dirais le meilleur en matière d'études des enfants. Et effectivement, Rousseau avait compris d'une façon, je dirais, définitive, ce qui pouvait modifier l'être humain, qui malheureusement émanait le plus souvent de l'extérieur, que ce soit aujourd'hui d'une façon concrète par l'argent, le travail, la réussite, la pauvreté, la misère. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, je dirais, ces actions altèrent insensiblement, je dirais, l'individu. Et tout cela, finalement, est fort épicurien. Alors, pour en revenir effectivement à Voltaire, et plus précisément au cadre dans lequel s'inscrit l'idée de Rousseau, cela fut intolérable pour une bourgeoisie française formelle, refusant la dignité du réel. Le point de départ de l'Émile, par exemple, est d'ailleurs totalement matérialiste. Alors, encore une fois, je ferai également une chronique sur les matérialistes, que certains, plus précisément une certaine partie de la droite capitaliste et libérale, attaquent le socialisme ou Rousseau ou même Marx, pour ne parler que d'eux, comme étant des matérialistes niant le divin. Or, ce que je voudrais leur dire, c'est que, finalement, au fond, sans reprendre les travaux de Osa Spengler, nous trouvons le matérialisme également dans le capitalisme, et plus particulièrement dans ses différentes composantes, voire même dans ses différentes théories et écoles.
Puisque si effectivement le matérialisme égalitaire, entre guillemets, sensiblement social ou socialiste dans l'idée communiste, il en est de même pour le capitalisme qui répond effectivement à des besoins de marché, de réussite et d'entrepreneuriat. Alors, la seule différence, c'est que l'un sera pour le bien commun et l'autre pour l'individualisme et l'égoïsme, si je puis me permettre cette connotation un peu marquée. Alors je disais que finalement, même si on peut considérer que c'est une idée, selon l'idée de Rousseau, totalement matérialiste, elle est même, je dirais, surprenante par sa profondeur. Car il constate de l'existence dans la nature d'une étape particulière, et forcément il se demande, je dirais, quel est son sens. Alors dans son fameux manuscrit de l'Émile, dans sa première version, je cite, il précise que les hommes, les animaux, les plantes, tous les corps organisés naissent petits, délicats, flexibles, et prennent avec un accroissement insensible plus de force et de solidité. Durant ce premier accroissement, à peine leur espèce est-elle déterminée, ils n'engendrent point, ils donnent point de fruits, ils ne sont bons à rien, ils semblent occuper sur terre une place inutile, et qu'en eût-il coûté de plus à la nature pour les produire tout formés et leur donner dès leur naissance la force et la maturité qu'ils atteignent si lentement. Alors, cette analyse première, qui est certes matérialiste, Rousseau ne sépare pas les humains. Matière, des animaux, des plantes et même des corps organisés, en général, il crée une cohérence. Il dit que les uns ont besoin des autres et les autres ont besoin des uns, ce qui n'est pas faux puisqu'aujourd'hui on nous parle de protéger la nature, un réchauffement climatique, mais également l'écologie. Donc on voit bien finalement au fond le lien indéfectible du besoin pour l'homme d'être lié à ses corps organisés. Alors pour en revenir, Rousseau distinguait pas dans leur fondement, mais je dirais plus si on regarde, si on observe, on décortique, on effectue une dichotomie, la phrase juste après le passage cité, Rousseau ajoute dans ce qui apparaît comme une expression religieuse, mais qui est en réalité une vision du monde équivalent à Spinoza, irons-nous avec plus d'ineptie encore et de témérité à rabaisser jusqu'à nous l'auteur des choses et de lui prêter nos petites vues? Non. Mais nous élever quelquefois aux siennes dans l'usage de nos facultés, c'est remplir un devoir qui nous prescrit, sans bien entendu chercher dans ses œuvres les fins qu'il propose, et c'est voir celles qu'il veut nous montrer. Alors, effectivement, ici, on a, je dirais, une expression apparemment religieuse, puisqu'on a l'impression que Rousseau est déiste, et parle, je dirais, d'un Dieu vaguement défini. Mais en réalité, l'auteur des choses, peut-être le mouvement des choses lui-même, d'ailleurs, le devoir de la matière est d'être conforme à elle-même. Nous avons également, dans le passage suivant, le précédent, et qu'on ne peut plus clair, je dirais, dans sa démarche spinoziste, car effectivement, j'ai introduit Spinoza dans l'affaire, même s'il ne figure pas sur mon mur d'image, mais dont il y a énormément de liens, tout en sachant pertinemment qu'on ne peut pas inclure Spinoza dans une démarche totalement communiste ou socialiste, même si certaines théories sont très proches dans ce qu'il est, par exemple, de la définition du matérialisme. Alors, Spinoza, je cite, précise, ce qui est le que la nature l'a fait, est offert par l'homme, qu'elle a formé comme ce qui lui est plus concevable,
Mais à mesure que l'homme s'éloigne de son état naturel, ses besoins se multiplient, ses goûts changent, l'empire de l'opinion bouleverse tout l'ordre du monde, rien ne nous est, je dirais, plus bon comme il l'est, il faut que tout prenne de nouvelles formes pour se plier à nos caprices et à nos besoins. Et quand il qualifie nos besoins, il les qualifie comme comme nouveaux besoins. Alors il nous faut des jeunes plants pour les transplanter dans nos jardins, de jeunes arbres pour les greffer, les contourner à notre mode, selon nos facéties, de jeunes animaux pour les dresser à notre service et pour les apprivoiser sous nos mains. Et là, je dirais que j'introduis Rousseau, il affirme, dans sa thèse connue, l'homme a détourné le cours naturel, donc des végétaux, des animaux et de lui-même. Il a perdu de son innocence pour devenir un être social et donc, fatalement, un être aliéné. Rousseau est très clair sur cette aliénation. Il précise qu'ainsi, parmi nous, chaque homme est un être double. La nature agit en dedans et l'esprit social se montre en dehors. Je répète. La nature agit en dedans. L'esprit social se montre en dehors. Donc cette relation de cause à effet entre ce qui s'agit à l'intérieur et ce qui se montre en dehors, ça veut dire cette modification aussi de son externe, de son externus, c'est-à-dire son élément qui va modifier effectivement ce qu'il va posséder. Alors on a ici une préfiguration parfaite des thèses de Karl Marx, surtout dans les manuscrits de 1844. Prenons exemple, chez Rousseau, l'homme est perturbé. Mais Rousseau n'est pas un pré-romantique idéaliste et réactionnaire. Je ne vais pas le rentrer dans ce courant d'école qui a existé un temps. Il a compris au contraire que l'être humain s'était rattaché, ou s'était arraché, je dirais même, par une certaine violence, à la nature. Alors qu'il est naturel. L'être humain a un aspect naturel. Ce besoin d'être attiré, même pour l'homme, de l'urbanisme, je reprends les travaux de Lucien Sève. L'homme qui vit dans l'urbanité cherche toujours une plante, un arbre, un besoin finalement inconscient de se retrouver avec lui-même. Moi-même, habitant et résidant dans une zone urbaine, j'ai la chance d'avoir non loin de ma résidence, je dirais, une forêt, un bois, enfin je ne nommerai pas, et de temps en temps, je vais à l'intérieur de cette végétation pour m'y retrouver. Loin des vicissitudes du monde et des hautes technologies et des palabres inutiles, afin de pouvoir me ressourcer. Les vacances sont des éléments également identiques, ce retour à la montagne, ce besoin d'excursion, de randonnée, bon, etc., etc. Alors, pour revenir à Rousseau, et Marx lui-même expliquera, je dirais, dans les manuscrits de 1844, cette fameuse, je dirais, transition entre l'épicurisme, le socialisme, qui est donc, bien entendu, assuré par Rousseau, auquel il faudra, bien entendu, associer inévitablement Hegel et d'autres penseurs, je dirais, plus avancés. Alors, bien entendu, cette chronique fera suite à d'autres, mais je ne veux pas être trop long. Mais l'analyse du socialisme et du communisme n'a rien à voir avec ce que je pourrais considérer par certains ignorants qui veulent se faire finalement au fond érudits en la matière, car la chose est plus complexe que cela et elle requiert des connaissances plus profondes et je dirais plus importantes. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique. Celle-ci clôture la 158 et je vous dis à la 159. Merci à vous.